Même pas, comment dire, c'est pas naturel qu'il y ait une coupure, hein, puisque Marie-France a montré les soubassements institutionnels, disciplinaires du début dans lequel Jean-Pierre a commencé son travail. Et moi, je prends la relève pour témoigner avec mon éclairage concret personnel, hein, puisque j'y ai participé à quelques-uns de ces travaux, en disant bien sûr que ça ne sera pas exhaustif, parce que Jean-Pierre était, bien qu'il dessine, bien qu'il milite, bien il travaillait aussi beaucoup en tant que chercheur, et donc son œuvre est considérable. Donc merci Marie-France, et nous allons regarder, voilà, donc diapo suivante. Voilà, là il y a une diapo qui reprend un peu le contexte dans lequel Jean-Pierre avait soutenu son doctorat de 3e cycle, avec une photo de Flamand. Et sur cette même photo, c'est un peu un clin d'œil futuriste, puisqu'à l'époque, Jean-Paul Codol n'était pas du tout directeur du CREPCO, mais Jean-Paul Codol, qui est là, et que beaucoup ici ont connu, deviendra directeur du CREPCO, où nous avons travaillé, Jean-Pierre et moi. Voilà, le CREPCO, ça s'appelle de recherche. Voilà. Donc, diapo suivante. Moi, je vous propose maintenant de suivre donc les travaux de Jean-Pierre, et d'abord, dans un premier temps, oui, là, on peut passer, Monique, ce que je l'ai dit déjà. Dans un premier temps, de voir comment la revue dont Marie-France a parlé, et que Christiane Benlian a exposé là à votre intention, comment la revue Technologie, idéologie pratique a marqué un temps fort dans les débuts de sa carrière. Cette revue, elle paraît juste après que Jean-Pierre ait soutenu son doctorat de 3e cycle en 1973, non, pas juste après, mais surtout, elle paraît juste après que Jean-Pierre ait revisité tous les concepts, puisque Marie-France l'a dit, il était intégré au laboratoire de psychologie sociale de Claude Flamand. Et là, à son arrivée à Aix, il revisite tous les concepts clés de la psychologie sociale dans une optique critique. Donc, il revisite les concepts de dissonance cognitive, ça a donné naissance à un ouvrage. Il revisite aussi le concept de dynamique des groupes. Tu l'as dit, il publie un livre en 1978, et c'est d'ailleurs le thème sur lequel il soutient son doctorat d'État, sous la direction de Claude Flamand, en 1979, et tout de suite, il crée la revue Technologie, idéologie pratique, donc en 1979. Et cette revue, Technologie, idéologie pratique, dont vous avez là le numéro 1 du volume 1, c'est-à-dire le tout premier exemplaire, qui est guère plus qu'un polycope, très modeste. Hein. Tout de suite, cette revue, alors cette revue, elle sera embellie, elle va s'améliorer tout au long de sa vie. Il y a là dans l'assistance quelqu'un qui a beaucoup pris part à ce travail d'embellissement, n'est-ce pas, Laure Magronne. Et cette revue, dont vous avez là une photo du petit comité de rédaction. Il y avait Jean-Pierre, bien sûr, qui en était le directeur, moi, qui étais la secrétaire de rédaction, et Robert Chabot, qui était membre aussi du comité de rédaction. Et chaque fois qu'il y avait un nouveau volume, on avait l'habitude d'offrir un pot pour les collègues du labo, pour des invités qu'on invitait. Et on buvait du Sancerre. C'était le vin consacré pour ces initiatives. Et donc cette revue, quand elle est créée, elle sonne comme un manifeste. Et elle sonne comme un manifeste sur deux fronts de débat chaud. Alors, le premier front de débat chaud, c'est qu'elle sonne comme un manifeste en opposition aux sciences cognitives. Alors, 79, les années 80, déjà un peu avant, dans les années 70, les sciences cognitives sont en pleine constitution. Et comment se constituent-elles? Elles se constituent en rassemblant diverses disciplines, mais surtout, elles se constituent en excluant certaines disciplines, puisqu'elles excluent de leur champ tout ce qui est discipline sciences sociales,
à l'exception de la linguistique. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi. Et ce remembrement s'effectue avec ce que j'ai appelé une certaine rudesse. On y reviendra, une rudesse que nous avons ressentie, nous, dans notre laboratoire et dans notre université à Aix, mais elle s'effectue. Et elle note qu'en excluant ces sciences sociales, ce rassemblement affiche un ancrage plus ou moins explicite, plus ou moins clair, annoncé, avec la biologie, un ancrage dans la biologie, dans l'homme biologique et physiologique. Et la publication de la revue Type fait valoir une toute autre conception de l'être humain, une conception novatrice, pour beaucoup d'égards, on va y revenir, une conception historique et sociale des faits mentaux. Dans la courte introduction, courte mais très incisive, présentation que Jean-Pierre fait de sa revue dans ce tout premier numéro, il annonce très clairement l'assise théorique et scientifique de ce qu'il appelle alors les cahiers types. On appelait ça les cahiers types. Et il écrit « Ainsi, en 1941, une initiative de Ignace Meyerson réunissait à Toulouse, à propos des notions de travail et de technique, les contributions de Lucien Febvre, Marcel Mauss, André Lalande, Marc Bloch, Georges Friedman et quelques autres. Et Meyerson exprime ainsi cette conviction commune à ses participants, voilà donc Ignace Meyerson, et il dit « Les actes de l'homme aboutissent à des institutions et à des œuvres. Elles sont pour lui à la fois un objet essentiel, une norme, une cause de souci ou d'orgueil. Elles remplissent, sinon toute son existence, du moins cette partie de l'existence qu'il considère comme la plus authentiquement humaine et que toute science de l'homme doit considérer comme la plus spécifiquement humaine. » Voilà donc annoncé clairement, pas à travers la parole de Ignace Meyerson, mais dans la revue Technologie et idéologie pratique, comment Jean-Pierre s'inscrit comme chercheur par rapport à ce débat sur la conception même de ce qu'est la psychologie. Et le deuxième front chaud sur lequel la revue Type sonne comme un manifeste, c'est le morcellement des disciplines universitaires d'alors, qui étaient donc cloisonnées et morcelées. Et là, on peut lire que la rencontre des disciplines, je crois que tu as fait une partie de la citation tout à l'heure, la rencontre des disciplines, l'interdisciplinarité, lorsqu'elle consiste uniquement à affirmer le profit d'une information mutuelle entre spécialités étrangères les unes aux autres, n'est qu'un vague palliatif au cloisonnement universitaire, un vain prétexte à colloque. En revanche, la nécessité d'étudier certains objets, certains processus, ou d'en élaborer les concepts, peut être ressentie en divers points de l'appareil morcelé des disciplines cloisonnées. Et voilà donc une autre façon d'affirmer que la revue Type, et Jean-Pierre à travers elle, s'inscrit donc à l'encontre de ce cloisonnement que nous considérions comme mortifère quelque part. Et pendant 20 ans, de 79 à 98, on verra pourquoi 98 est une date un peu spéciale, la revue tient ses promesses. Elle permet l'exploration d'objets très diversifiés, par exemple le geste technique, la construction de navires, mais aussi la construction des branches professionnelles au cours de l'histoire, mais également les transformations de la pensée technique dans le travail du bois, l'agriculture, les nouvelles technologies managériales dans la SNCF, n'est-ce pas Daniel? Elle publie des comptes rendus de colloques, de rencontres, soit qu'elle les publie tout simplement en demandant leur publication, soit qu'elle en organise elle-même. Nous avons organisé des rencontres et des colloques. Et puis, fidèle à ses orientations, cette revue ouvre grand ses colonnes à toutes les disciplines possibles, à des psychologues, des ingénieurs, des psychanalystes, des linguistes, des philosophes, des sociologues et même des ingénieurs. Les concepts althussériens des appareils idéologiques d'État
que Jean-Pierre partage, Marie en a parlé, avec le philosophe et linguiste Michel Pêcheux, y tiennent d'entrée de jeu une place importante et revendiquée. En 1998, la revue Technologie, idéologie pratique se voit adjoindre un sous-titre « Revue d'anthropologie des connaissances ». Et ceci marque la primauté d'une approche globale, l'étude de l'ensemble des faits d'ordre mental et l'ensemble des faits d'ordre social par l'analyse de leurs relations mutuelles. Cette adjonction de ce sous-titre prendra tout son sens presque 10 ans plus tard, puisqu'en 2007, la revue deviendra l'actuelle revue d'anthropologie des connaissances et c'est Rigas qui nous donnera les éléments de cette transformation. Moi, je ne m'y risque absolument pas parce que à cette époque-là, Jean-Pierre était déjà à la retraite depuis 2002. Donc, c'est une création, cette revue Anthropologie des connaissances, à laquelle je n'ai pas participé et je me sens relativement incompétente dans ce domaine. Donc, on va laisser Rigas nous éclairer sur ce sujet. Je me permets juste ici de relayer les raisons invoquées par Jean-Pierre à l'adjonction de ce sous-titre. Et alors, il écrit « Pourquoi choisir le substantif des connaissances, anthropologie des connaissances, plutôt qu'un adjectif comme anthropologie cognitive pour qualifier le champ visé ?» C'est que la démarche va au-delà du dualisme entre d'un côté des processus et des produits psychiques et d'autre part des facteurs sociaux. Elle s'intéresse aux productions mentales concrétisées dans des objets. Les processus intellectuels mis en œuvre sont inférés à partir des réalisations objectales. On va y revenir. Nous en venons maintenant à quelques recherches donc centrales, qui me semblent centrales dans les travaux menés par Jean-Pierre. Nous savons que Jean-Pierre a très longuement, très soigneusement, même minutieusement étudié comment s'installer la CFAO dans les bureaux d'études et des méthodes des entreprises. Cela a donné lieu à des enquêtes serrées dans de nombreux grands secteurs industriels comme l'aéronautique, l'automobile, la navale et d'autres aussi, du tertiaire même. Et il en résulte des ouvrages qui ont fait date parce que c'était les premières synthèses de l'introduction de cette nouvelle technologie qui se faisait alors, comme Le cerveau de l'usine, qui traite des usines Renault, de l'usine Renault, ou l'histoire de la CFAO, qui embrasse tout le champ de l'histoire de l'introduction de la CFAO. Il laisse un fonds d'archives sonores inédites, tout près d'ici, à la MMSH. Je pense que Madame Ginouvès n'est pas là ce matin. C'est dommage. C'est elle qui s'en occupe avec Jean-Paul Coffy. J'espérais qu'elle vienne nous faire un coucou, peut-être dans la journée. En tout cas, cette archive sonore inédite, ces archives témoignent de l'ampleur de ce que Jean-Pierre a brassé comme enquête dans ces entreprises. Et on peut donc aller constamment les consulter à la MMSH. Voilà une photo de cette... Voilà, hein. Il y a 20 ans d'entretien, de 70 à 90, 20 ans d'entretien. Et au cours de ces entretiens, Jean-Pierre et d'autres personnes ont noué des liens, en fait, des liens étroits, des liens féconds, durables, entre Jean-Pierre et des ingénieurs. C'est en allant explorer comment la CFAO s'installait dans les entreprises qu'il a pu nouer ces contacts. Et je souhaite noter ici une anecdote un peu personnelle. Je note ici de façon anecdotique une certaine gourmandise de Jean-Pierre par rapport aux sciences exactes, mathématiques ou informatiques. Il était friand des découvertes de ce que nous appelions les sciences dures, par opposition à nos sciences molles, les sciences sociales. Et il adorait s'entretenir avec des ingénieurs. Alors des ingénieurs comme Pierre Bézier, ici, ingénieur en mécanique et électricité, qui a inventé les courbes de Bézier, qui sont des façons de raccorder deux surfaces
très utile dans l'industrie, évidemment, pour tout ce qui est voiture, tout ce qui a des carlingues ou autre. Donc, il a rencontré Pierre Béziers. Il a rencontré également Paul de Castelgio, qui était ingénieur chez Citroën, qui lui était un mathématicien, qui a pu développer un algorithme qui porte son nom et qui permet de généraliser l'utilisation des courbes Bézier à des tas d'objets mathématiques. Et donc Jean-Pierre était très heureux d'avoir connu ces figures emblématiques. Il était également très heureux d'en connaître d'autres. Et quand il pouvait partager une certaine vision futuriste des transformations des processus de travail sous l'effet de nouvelles technologies, alors là, il était excité, comme on peut l'être devant un bon bouquin de science-fiction. Il avait ce côté découverte qui l'excitait beaucoup. Et c'est ainsi qu'il a partagé avec Alain Massabo, alors directeur de la société Sisigraphe à Vitrolles, bien des utopies, ou alors il ne faut pas les appeler des utopies, il faut les appeler simplement des projets. Mais ça, c'est Alain qui nous le dira cet après-midi. En tout cas, dans un entretien réalisé en 2015, voici ce que Jean-Pierre dit de Alain. Vous pouvez vous boucher les oreilles, Alain, si vous ne voulez pas entendre, mais je lis la citation, elle est très belle. « Dans le cadre de mes enquêtes sur les bureaux d'études, je l'ai interviewé et j'ai étudié les travaux de son équipe. Je me demandais comment prolonger le travail avec ce personnage pittoresque, casse-cou, haut en couleur. Il m'a présenté ce qu'il appelait son rêve, entre guillemets, pouvoir modeler une sorte de glaise, de façon que les mouvements des mains soient saisis sur un ordinateur qui conserverait toutes les étapes et qui pourrait les exploiter. Alors, de ce rêve, j'ai rapporté un petit fragment qui est là-bas, au fond. C'est une image autostéréoscopique 3D qui faisait partie également de cette vision un peu futuriste des choses, puisque on visait qu'en plus de la relation manuelle avec cette terre glaise-là, on pouvait voir l'objet sur l'écran se détacher de façon autostéréoscopique, c'est-à-dire sans lunettes, sans appareillage, de façon spontanée. Voilà. Un autre aspect de l'intérêt porté par Jean-Pierre à la CFAO est qu'il souhaitait valoriser. Il souhaitait vraiment que cette branche française, qui lui semblait très avancée, puisse être justement valorisée. Et on retrouve là le militant engagé politiquement, puisque, voilà ce qu'il dit en 2015, toujours dans l'interview, l'entretien cité, « Je voulais montrer quelque chose de positif, à savoir la contribution des ingénieurs français à ce que j'ai appelé l'héritage de Monge, qui était l'inventeur de la géométrie descriptive. Ce qui m'apparaît assez singulier. Par exemple, les anglo-saxons ont fait en matière d'électricité et d'applications électriques d'excellents logiciels de CAO. Mais sur le plan géométrique, les Français ont fait un excellent travail, peut-être le meilleur. » Et un peu plus loin, il écrit « On a une demi-douzaine de logiciels de CAO français qui étaient valides et qui reposaient tous sur une inspiration commune, grosso modo, fondamentalement Bézier, qui étaient alors très compatibles entre eux, et personne n'a su ou n'a voulu les rassembler pour créer un système de CAO et une entreprise qui soit de taille à faire des développements plus importants, plus nombreux, et à avoir une politique commerciale cohérente et offensive, j'ajoute, c'est moi qui le dis, au plan international également. Mais ça, peut-être qu'Alain pourra dire ce qu'il en pense. Ces travaux, donc, sur la conception assistée par ordinateur des postes de travail dans les bureaux d'études, se situent bien à la croisée des trois champs de prédilection délimités par le chercheur dès son démarrage dans la recherche. Les techniques, les technologies, les idéologies, les pratiques. Et ces études ont tout l'intérêt de se dérouler en direct au moment même où nous faisons ces recherches sur leur impact, alors qu'elles entraînent des modifications décisives dans les métiers des dessinateurs, des concepteurs, des ingénieurs, des stylistes. Et ces changements, on aimait les saisir au moment même où ils se produisaient, en direct, en ligne, si on peut dire. Or,
Quand Jean-Pierre parlait de ses enquêtes en entreprise, de ses rencontres avec ses salariés concernés par la mise en route de la CAO, il aimait rapporter une anecdote qui est la suivante. À son grand étonnement, les dessinateurs, confrontés à leur nouveau poste informatisé, gardaient néanmoins dans la petite poche de leur blouse un petit carnet et un petit crayon gris. Et même s'ils déclaraient que l'ordinateur, par rapport au dessin manuel, était infiniment plus efficace, plus précis, plus rapide, plus facile à rectifier quand une erreur était produite, etc. Donc ils rendaient hommage tous à ce nouvel outil, mais ils ajoutaient « Si la pièce à concevoir, à dessiner est complexe, si elle pose des problèmes d'encombrement, par exemple, de savoir qui passe dessous, qui passe dessus dans la pièce elle-même, alors je dessine à la main un croquis. Et cela me met les idées en place, je la comprends mieux. Et après, je peux filer à l'ordinateur, faire mon travail. » C'est en substance ce que disaient ces personnes, et ce qui pourrait apparaître comme une anecdote peu signifiante, en réalité, renvoie à quelque chose qui a trait à des préoccupations de fond que portait Jean-Pierre et sur lesquelles nous allons revenir. Les inspirateurs de Jean-Pierre, les figures théoriques, en plus de celles que Marie a citées, sur lesquelles je ne reviens pas, je voudrais vous dire quelques mots de ces inspirateurs, donc en commençant par Leroi-Gourhan, que Roger, tu as évoqué tout à l'heure. André Leroi-Gourhan est un des ethnologues qui, au début du XXe siècle, donnèrent une place à la technologie comme étude des techniques. Pour Leroi-Gourhan, le corps est le premier et le plus naturel des outils. Nous citons ici Régis Ouvrier-Bonas, qui a beaucoup étudié la pensée de Leroi-Gourhan et qui, en analysant un article de cet auteur, écrit que la main, apanage de l'homo faber, la main donc, instrument du cerveau le mieux organisé de toute la série zoologique, libre de ses contraintes pédestres, la main donc, est le symbole de l'évolution de l'homme. La technicité, la pensée, la locomotion et la main apparaissent comme liées dans un seul phénomène auquel l'homme donne sa signification, mais auquel aucun membre du monde animal n'est complètement étranger non plus. On voit la modernité de cette réflexion à l'heure actuelle, avec toutes les études sur le monde animal. Interprétant Leroi-Gourhan, Régis Ouvrier-Bonas écrit « L'évolution des hommes vers la station debout, en libérant les membres supérieurs, les rend disponibles à d'autres fonctions et en particulier à saisir et à manipuler des objets, puis, progressivement, différents outils, dont la paléontologie garde la trace, vont se substituer à la main. Moi, je dirais aussi la prolonger, la main. Je reprends Ouvrier-Bonas. Le progrès technique est soumis à cette évolution anatomique et simultanément, l'anatomie de la boîte crânienne va se modifier, permettant la modification du cerveau. Les mâchoires et les dents n'étant plus réservées à la préhension et à la coupe des aliments, ces fonctions étant assurées par la main et les outils, l'appareil buccal se modifie, il recule vers l'arrière et il peut libérer la parole. Il existe des relations entre l'apparition de l'outil et l'apparition du langage chez l'homme. Et Leroi-Gourhan, décrivant ce processus, résume la pensée en 2 mots. Outil pour la main et langage pour la face sont les 2 pôles d'un même dispositif. C'est ainsi que Jean-Pierre inscrit ses travaux sur le fonctionnement cognitif dans l'héritage de Leroi-Gourhan. Les fonctions mentales sont d'abord objectives ou objectales avant d'être mentales. Il y a donc bien, écrit-il quelque part, je ne sais plus où, en 91, dans un numéro de la revue, il y a donc bien objectivation de fonctions psychiques dans l'outillage, le matériel et les lieux, bref, dans les appareils de production. Un autre
penseur qui a beaucoup été inspirant pour Jean-Pierre est Ignace Meyerson, que l'on voit ici. En dessous, vous avez sa carte d'identité dans la Résistance, puisqu'il était résistant. Fausse carte d'identité, bien sûr. Et Jean-Pierre s'est très tôt référé à Ignace Meyerson, ce qui était à l'époque très rare. Peu de chercheurs le faisaient. Ignace Meyerson, c'est le fondateur de la psychologie historique, objective et comparée. C'est l'un des penseurs qui, avec Vallon, Brunet, Vygotsky, constitue le courant de la psychologie historico-culturelle qui s'oppose au réductionnisme positiviste, en particulier dans le champ des théories cognitivo-comportementales. Selon Meyerson, ce mouvement d'objectivation dont nous venons de parler correspond à un mouvement de subjectivation des fonctions techniques dans les fonctions psychiques. Il écrit « L'intelligence humaine procède tout autant, voire davantage de l'outillage que celui-ci ne procède d'elle. » Il y a un va-et-vient entre l'outillage et les fonctions mentales. Et comme l'a écrit Meyerson très synthétiquement, le travail entre dans la personne. Il dit « Toute technique nouvelle a comme source et comme accompagnement une nouveauté mentale, et toute invention quelque peu importante à son tour réagit sur l'homme et sur l'esprit. » Et il conclut « On sent que c'est dans cet accord de la personne et de la technique qu'est le problème majeur de la psychologie du travail. » Dans ce mouvement, l'homme ne s'approprie pas le patrimoine social tel quel. Entre l'individu et le patrimoine social, il y a la division du travail qui multiplie les médiations. L'apport de Louroy-Gourhan peut nous permettre de penser l'organisation et le fonctionnement mental à partir des instruments de l'organisation du travail, vus sous l'angle de la production et des rapports sociaux qui l'organisent. L'histoire de l'évolution humaine et des techniques autorise alors le redéploiement des concepts et des démarches de la psychologie du côté d'une perspective historico-culturelle. Quant à la visée de Meyerson, elle consiste à fonder l'étude des productions et de l'activité intellectuelle en relation avec l'histoire des hommes. C'est à la croisée de ces axes, l'histoire de l'évolution humaine, histoire des techniques, histoire sociale, que se situent les travaux de Jean-Pierre. Au cœur de cette perspective originale portée par Jean-Pierre Poitou, l'étude du geste technique occupe une place à part et une place de choix. Composante fondamentale, le geste technique, des qualifications professionnelles et plus généralement, conformément aux hypothèses de Louroy-Gourhan, composante essentielle de l'intelligence humaine et de la mémoire technique, le geste technique est devenu un objet de recherche privilégié pour notre petite équipe. Nous nous sommes intéressés aux contributions cognitives de la motricité et de la kinesthésie, qui est, on le sait, la modalité sensorielle qui renseigne sur le mouvement du corps. Donc, nous nous sommes intéressés aux contributions cognitives de la motricité et de la kinesthésie, aux morphocinèses orientées graphiques techniques, en fait au dessin, mais il vaut mieux dire morphocinèse orientée graphique technique, c'est plus précis, dans une série de travaux. Ainsi, la main, et singulièrement le dessin manuel, est au cœur des préoccupations dans les enquêtes menées en entreprise. C'est surtout ça que nous cherchions à débusquer. C'est aussi le sens d'autres travaux menés plus en laboratoire. Dans le cadre, par exemple, de mémoire de maîtrise, nous avons pu conduire une maîtrise sur le rôle de la main dans la mémorisation de l'orthographe, ou encore le rôle de la capacité du langage des signes, qui est un langage spatial et manuel à la fois, dans la compréhension des relations spatiales, des relations topologiques dans l'espace. Ou enfin la thèse qu'il a dirigée de Catherine Gloton, qui s'intitule « Étude du rôle de la kinesthésie manuelle dans les processus cognitifs de compréhension et de mémorisation des relations spatiales ». Pour ma part, c'est une incidence sur mon témoignage personnel, psychophysicienne, entre guillemets, dure, formée par Georges Noiset,
et très spécifiquement dans le secteur très pointu de la perception visuelle, j'étais spécialement intéressée par ces approches psychologiques basées sur des théories ethno-historico-sociales, parce qu'elles permettaient d'élargir les horizons, bien sûr, mais aussi, j'aimais bien qu'elles soient appuyées sur la bonne vieille méthode expérimentale que je connaissais par cœur et que Jean-Pierre avait connue lui aussi du temps de ses travaux avec Paul Fraisse. Donc, l'intérêt porté à la kinesthésie renvoie à tout ça, à des études des modalités sensorielles, à des études expérimentales en laboratoire, et tout comme elle renvoie aux neurosciences et aux toutes récentes connaissances qui ont été acquises grâce à des technologies modernes, comme par exemple l'imagerie cérébrale. Et c'était là des travaux menés en laboratoire qui nous permettaient qui étaient à la croisée de beaucoup de disciplines et qui nous permettaient d'entrer en communication avec d'autres collègues psychologues du CREPCO, collègues qui étaient à cette époque-là déjà largement en voie de cognitivisation via les neurosciences. Mais ces études d'entreprise menées sur le passage des bureaux d'études à la CFAO peuvent être aussi comprises comme partie prenante d'une démarche proche de la sociologie, ainsi que le montre la thèse de Robert Chabot, dirigée par Jean-Pierre, recherche qui a donné naissance à un outil de recueil des connaissances qui est utilisé à la fois dans des approches de psychologie sociale et dans des recherches sociologiques, notamment pour ce qu'on appelle l'extraction des connaissances en amont ou en aval, je ne sais jamais le sens, pour constituer des systèmes d'intelligence artificielle dans les entreprises. Et au plan philosophique, cet ensemble de recherches mettait à l'honneur le travail manuel, singulièrement le travail d'abord, mais singulièrement le travail manuel dans une société de classe, une société où le travail manuel est dominé et considéré comme tout à fait mineur par rapport au travail intellectuel. Jean-Pierre le militant et Nani la militante, nous avions certainement à cœur cette réhabilitation du travail manuel, et ces recherches étaient aussi une possible réflexion sur le statut du toucher, cette modalité sensorielle, notamment le toucher manuel, objet de doute, car la peau, le tact, sont des modalités sensorielles réputées très approximatives, peu fiables, et donc nos réflexions, alors sinon empreintes d'obscénité, hein, on dit souvent que toucher, ça laisse des traces, le tact, etc. Et donc nos réflexions pouvaient contribuer à les revaloriser, ces modalités sensorielles, comme outils de connaissance et outils d'action positifs. C'est un aspect qui nous plaisait. Enfin, comme dit plus haut, ces investigations constituaient une possibilité de dialogue avec les collègues psychologues du CREPCO. Il y avait de très bons moments de convivialité. Hein. Là, on faisait des petits déjeuners autour d'huîtres et de vin blanc. Donc, dans le CREPCO, voilà, on se rencontrait souvent, mais on discutait beaucoup. Et c'était très chaud bouillant parce que le développement de la discipline était dans des moments où se dessinaient des clivages chaud bouillants. Et donc Jean-Pierre, lui, poursuivait une démarche de fond. Sa démarche de fond, c'était unir les champs de la psychologie contre vents et marées. On va y revenir très très bientôt. J'ajoute pour terminer ces travaux que ces travaux déboucheront également, aiguillonnés par la rencontre de Jean-Pierre avec Alain Massabo, dont l'esprit avant-gardiste était un puissant stimulant, sur un projet futuriste d'une station de travail, alliant le geste à la vision en troisième dimension, mais là je laisse Alain peut-être en reparler cet après-midi, il saura le faire bien mieux que moi. On ne peut conclure ces études mettant la main en valeur sans évoquer, bien entendu, le fait que Jean-Pierre était aussi le Rouzic, et que le Rouzic était peintre et dessinateur. Et donc, comme l'a dit, je crois, Marie-France, il commença tout jeune homme à faire des séries de dessins. Tout d'abord, il raconte dans son curriculum mémoire, à 16 ans, Jean-Pierre Poitou crée le personnage du petit fakir. Vous avez là une page à gauche
de ce petit fakir, qui est une petite bande dessinée. Il signe JP, J-I-P-E, et il place ses dessins dans des hebdomadaires. À la fois, il se fait des sous et puis il se fait connaître. Et un peu plus tard, lors de son service militaire, dans les années 60-62, sur le principe des chats de ciné, il a fait toute une série de dessins sur les paranoïaques, paraplégiques, etc. Je ne les ai jamais vus, mais j'imagine que ça doit être très savoureux. Donc, tout au long de sa vie, Jean-Pierre a dessiné, Jean-Pierre a peint, chaque jour. Chaque jour, je crois que chaque jour avait son moment de dessin ou de peinture. Hein? Et on le voit là, sur la photo du centre, dans une posture tout à fait banale, qu'on reconnaît au premier coup d'œil. On l'a vu 1000 fois dans cette posture, croquant, partout où il était, dans des réunions, dans des initiatives, dans des spectacles. Il croquait ce qu'il voyait. Et donc, il était aussi ambidextre et il aimait déployer sa faculté d'écrire en même temps des deux mains. Alors là, c'était succès assuré, ébaudissement généralisé, parce que tout le monde était stupéfait de cette capacité. Son livre de dessin à Bas-Freud, dont Marie vous a parlé, rassemble en un témoignage tout à la fois l'excellence du dessinateur, mais aussi l'humour irrésistible de Le Rouzic, on va l'appeler Le Rouzic, et également son ouverture et sa connaissance de la psychanalyse, parce que je crois que ses dessins montrent à quel point il connaissait les théories psychanalytiques. Et vous l'avez donc là, vous pouvez le feuilleter. Aussi peut-on supposer, mais il en conviendrait sûrement, que Jean-Pierre trouvait dans ses travaux sur les bureaux d'études en conversion technologique un intérêt aussi pour le rôle de la main dans le dessin, en écho avec sa pratique d'artiste. Écoutons-le en 2015, dans un entretien que nous avons déjà cité. Vous avez des dessinateurs qui mettent du goût et de la recherche dans ce qu'ils font. Lorsque c'était manuel, il y avait des gens qui avaient une belle main. Cela me fait penser à un sculpteur, Jean Amado, qui est un ami que nous avons connu, qui a fait de nombreuses fontaines à Aix. C'était quelqu'un de très soigneux, de très méticuleux, qui ne travaillait pas dans l'improvisation. Il faisait des plans très précis de ses projets. Ces plans étaient appréciables et appréciés, souvent comme un travail d'artiste. On peut imaginer que des dessins industriels soient considérés comme ça. Et je dois dire que les dessins de Jean Amado ont tenu la place d'exposition, ont été exposés dans des galeries. Donc, c'était vraiment vrai ce qu'il disait. Et dans le même entretien, cette déclaration de Jean-Pierre, très révélatrice de son positionnement, quand on affirme que la main participe à l'activité intellectuelle, j'y souscris complètement. Mais comment conserve-t-on cela en dehors de la transmission par l'usage dans l'atelier? En même temps, il faut se garder d'une espèce de métaphysique de l'intelligence manuelle qui fait qu'il y aurait des choses ineffables qui se passeraient. Par principe et par rationalisme militant, j'affirme, je ne dis pas je pense, je dis j'affirme que tout peut se mettre noir sur blanc. Pour aller vite, en même temps, j'aurais tendance à croire que des choses passent par la main qui ne peuvent pas passer autrement. Pour réconcilier tout ça, je dirais que bien sûr, on peut tout projeter sur le papier, dans des algorithmes ou dans des programmes, mais que la transmission pratique orale a des vertus d'économie, de rapidité très considérables qu'il ne faudrait pas négliger. Pardon, ou plutôt, qu'il faudrait ne pas négliger. C'est profond, je trouve. Voilà, et enfin, dernier petit point, le paradoxe de Jean-Pierre Poitou. Parce que de l'intervention de Marie, il ressort que dès les débuts de sa carrière, Jean-Pierre a été tenté par le désir de naviguer entre divers champs, entre différentes disciplines. N'était-il pas tenté par l'ethnologie à l'époque pratiquement de son service militaire? Ces débuts tâtonnants sont en réalité en toute cohérence avec tout ce que nous connaissons de lui plus tard, entre les bases théoriques qu'il adoptera plus tard, comme fondement théorique de sa démarche,
Meyerson, Leroy-Gourhan, Vernant. Désir contrarié d'ethnologie, psychologie expérimentale avec Fraisse, comme passage obligé, psychologie sociale avec Flamand, qui le recrute dans son laboratoire, psychologie cognitive dans le Krepko. Les étiquettes se succèdent, mais la démarche de Jean-Pierre, elle, demeure profondément originale et ne se désunit jamais, tout en demeurant, par la critique franche, un débat ouvert scientifique avec les collègues. C'est ce qui fait sa force et sa combativité. Lorsque le CNRS décide de démembrer peu à peu les unités de recherche de psychologie, en écartant, je répète le terme avec une certaine rudesse, les champs disciplinaires devenus non désirés, à Aix-en-Provence, dans l'ordre, il y a eu la psychologie clinique, puis la psychologie sociale évacuée. Pour ne garder que les sciences cognitives, on retrouve Jean-Pierre aux avant-postes de la protestation et de l'organisation de la résistance contre ce démembrement. Malgré cela, depuis les années 70, y compris au plan national, la psychologie clinique et la psychologie sociale ne sont plus représentées au CNRS, sauf rares exceptions, comme le rapporte Régine Place. Et aujourd'hui, le terme psychologie ne figure plus dans aucun des intitulés des commissions du CNRS. Il est question de comportement, de compétences, de cognition, mais jamais de psychologie. Au 5e étage de l'Université de Provence, la salle où on se réunissait, les survivants de ces époques de turbulence, il y en a quelques-uns ici, se souviennent des assemblées générales, n'est-ce pas Joël? En salle 520, n'est-ce pas Aline? Ou dans l'épaisse fumée des cigarettes sur lesquelles chacun tirait avec délectation, nous fumions tous, pratiquement. Quelques chercheurs étaient aux avant-postes, donc il y avait ces débats qui étaient menés, et quelques chercheurs étaient aux avant-postes dans ces débats, et parmi eux, Jean-Pierre tenait vraiment une place de choix à défendre la psychologie dans son ensemble, lui qui était perçu par les collègues comme un sociologue égaré en psychologie, ou un philosophe original, enfin tout sauf un vrai psychologue, pour beaucoup de collègues. Pas pour tous, heureusement. Certains pressentaient tout de même l'originalité de la démarche. Ce qui l'animait en réalité, c'était une conception large, cinémascopique de l'étude des êtres humains, conçus comme des êtres sociaux et historiques. Et ce qui le mobilisait par-dessus tout, c'était le combat contre tous les réductionnismes. Car nous sentions bien qu'à travers la consécration de la psychologie cognitive, c'était les neurosciences qui se préparaient à avaler la psychologie comme discipline jusqu'à sa disparition, sur la mode et sur le mode anglo-saxon, j'ose le dire. C'est là que réside le paradoxe de ce chercheur. Jean-Pierre affirme que les fonctions psychiques sont objectivées dans les œuvres humaines et donc extériorisées au dehors du psychisme lui-même. Il soutient que c'est dans cette extériorité que le chercheur peut appréhender les fonctions mentales. Pourtant, il mène tout au long de sa carrière une bataille constante et vive pour l'unité de la psychologie avec ses collègues de discipline qui, eux, se concentrent sur l'étude des processus psychiques sans les tenir ni pour historiques ni pour social, indépendamment des conditions sociales de la création des œuvres. C'est là que réside ce paradoxe. En s'ouvrant à toutes les disciplines en dehors de la psychologie, Jean-Pierre s'est révélé le plus ardent défenseur de la psychologie, militant sans cesse pour son rassemblement dans les institutions. Les deux dernières images, quelques sources récentes, mais bon, il y en a d'autres, hein, vous les verrez à la publication s'il y en a une. On peut passer à la dernière image, qui est Jean-Pierre, qui pose donc à une époque récente, hein, devant un autoportrait. Il en a fait beaucoup d'autoportraits, mais celui-ci, c'est Jean-Pierre fumant la pipe, en haut, et puis Jean-Pierre jeune homme, fumant la cigarette. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est Jean-Pierre avec un air narquois, devant deux Jean-Pierre fumeurs. Je vous livre cette image pour conclusion.